disposition donc ces trois intervenants. On y va, on lance avec cette énergie qui symbolise aussi cette époque et le lancement aussi de cette conférence ensemble, cette table ronde. Applaudissements s'il vous plaît, on est parti sur cette thématique de transformer la passion en cash. Alors, ça amène à vos questions, ça amène aussi au parcours de nos intervenants aussi qui sont face à vous. On va commencer par définir la passion. Ok, définir peut-être également très exactement ce qui vous passionne dans vos métiers pour le transmettre et servir d'exemple également à nos auditeurs face à nous. On commence peut-être du côté de Monsieur Chevillard. J'ai quelques questions également à vous poser sur les étapes clés pour transformer une passion en métier rentable. Le but du jeu, c'est de ne plus jamais avoir l'impression d'avoir à se lever tellement on est passionné par son métier, en fait, pour que ce ne soit pas non seulement une contrainte, mais un véritablement plaisir et des épreuves à pouvoir surmonter. Toutes ces questions, on va les aborder ensemble dans le cadre de cette thématique. Monsieur Chevillard, d'abord. Alors, pour définir la passion qui me lie à mon métier, je vous propose de faire un petit retour en arrière d'une trentaine d'années. Alors, ça vous paraît énorme, c'est 2 fois votre vie. C'est en fait ce qui résume pour moi mon parcours professionnel. Donc, il y a 30 ans, je sortais de mon parcours scolaire, on va dire, et de formation. Et j'avais deux grands champs d'intérêt. Les technologies, les sciences et techniques industrielles et également dans une fonction un peu plus sociale, la transmission de savoir. J'étais très intéressé par l'accompagnement, alors dans des activités sportives, culturelles, par l'échange, le partage d'intérêts, de compétences et de savoir. Et puis j'ai commencé en fait mon parcours dans un bureau des méthodes, dans une grosse entreprise qui aujourd'hui n'existe plus. Si je vous parle d'Alstom, vous en avez peut-être entendu parler, General Electric. Et au bout de quelques jours, en fait, j'ai reçu une proposition sur une entrée que j'avais oubliée. Je m'étais inscrit à la sortie de mes études de manière tout à fait fortuite pour éventuellement donner des heures d'enseignement. Et c'est en fait ma vie professionnelle a quelque part basculé, même si la première partie a été très courte, parce que j'ai fait le choix entre poursuivre dans on va dire des activités techniques, technologiques et la transmission de compétences, la transmission de savoir. Donc, je suis arrivé dans un établissement scolaire en tant qu'enseignant. J'étais plus jeune que certaines classes de mes élèves, mais quelque part, je l'ai fait avec beaucoup d'intérêt et plutôt réussite, parce que le fait d'être très, très proche des jeunes à qui l'on enseigne permet aussi de comprendre leurs aspirations, leurs souhaits et leurs projets. Et en fait, tout a commencé là. Cette passion, elle est restée intacte. Elle s'est incarnée dans différents métiers. Et à chaque fois, en fait, j'ai souhaité intervenir de manière plus globale, de manière plus impactante sur la qualité de la transmission de savoir de l'école. Et c'est la raison pour laquelle j'exerce ce métier aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Chevillard. Votre passion, Monsieur Larcher, a partagé avec nous cette passion qui vous anime et qui fait aussi de vous le président de la commission emploi formation au MEDEF. Merci. Mon vrai métier, entre guillemets, c'est directeur des Rhum Clément et des Chocolats Hello. Et donc, j'ai en activité syndicale, parce que je suis un syndicaliste patronal, l'activité effectivement au MEDEF. Je suis né en France hexagonale. J'y ai fait la plupart de mes études et j'ai fini par un diplôme d'ingénieur et dans l'agroalimentaire. Et j'ai choisi de revenir là où sont nés et ont vécu mes parents, donc en Martinique. J'ai eu la chance assez vite de pouvoir rentrer donc à 27 ans, 27 ans, donc dans le groupe GBH. Qui m'a offert l'opportunité, ça fait 30 ans que je suis dans le groupe GBH, de pouvoir devenir au bout de 4 ans directeur de société. Donc la passion à la Martinique d'abord, parce que j'ai choisi de vivre dans un pays où je suis pas né, mais un pays qui est passionnant et qui me passionne. La passion aussi des hommes et des femmes, parce que quand on est directeur, on manage une équipe. L'équipe de Clément, tout compris, on est une centaine de personnes. Donc, c'est arrivé à travailler avec 100 personnes qui sont toutes différentes, de différentes origines, de formation, qui ont
tout type de profil. Et puis la passion de la performance, parce que c'est clair que l'idée c'est d'être performant, donc d'arriver à donner le meilleur de soi-même, que l'équipe donne le meilleur d'elle-même. Et donc c'est vraiment cette capacité, cette alchimie à construire entre les différentes personnes pour réussir, comme dans une équipe de sport, réussir à gagner. C'est pas chaque individualité qui compte, c'est vraiment la capacité que tout le monde travaille sur un projet. Et ça, c'est passionnant d'être le manager d'une équipe, parce qu'en fait, on réussit pas seul. Bien entendu, c'est toute l'équipe, tout qui gagne ou qui perd. Et tout faire pour gagner, c'est pour moi très très important. Œuvrer aussi pour la Martinique, parce que c'est un pays qui a besoin de vous, parce que vous êtes plus le futur que la Martinique que moi, c'est très clair. Et d'espérer que vous, aujourd'hui, en venant ici, vous aurez la passion des études, parce qu'il faut aller toujours le plus loin possible dans ses études, c'est important. Et ensuite, pouvoir se réaliser professionnellement. Pourquoi pas ici, parce qu'il y a des tas d'opportunités. C'est pour ça que cette semaine existe, c'est pour montrer qu'en Martinique, il y a des opportunités. On va parler salaire. Moi, j'ai pas de problème à parler salaire. Moi, je travaille dans l'industrie. L'industrie martiniquaise paye 30% de plus que l'industrie française en salaire. 30% de plus. Donc, quand on dit que les entreprises en Martinique ne paient pas, on paye 30% de plus qu'en France. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, on n'a pas peur de parler salaire. Donc, vous dire, voilà, on est en tout cas très content de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci, monsieur Larcher, que vous pouvez d'ailleurs applaudir. Alors, Emmanuel, cet exercice, vous l'avez un petit peu réalisé très, très rapidement en passant sur les étapes. J'aimerais juste poser, juste avant et aller vers vous, vous l'avez compris, ça va circuler dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà une passion parmi nous, parmi l'assistance là, parmi vous? Vous pouvez me dire oui de manière hyper discrète, ça ne se verra pas. En revanche, si vous levez la main et que vous dites oui en même temps, je vous verrai mieux dans la salle. Je ne viendrai pas forcément avec le micro à votre rencontre pour poser la question, si c'est votre inquiétude. Qui sont parmi vous ceux qui ont déjà une passion? Maintenant que vous savez que je viens pas avec le micro, ça se lève un petit peu plus facilement, mais il y en a 2, 3. On y reviendra dans un petit instant. Emmanuel, on va rebondir et sur cette première question, on va démarrer notamment par toi, par vous, notamment sur cette conférence avec les étapes clés pour transformer une passion en un métier rentable. Comment on peut expliquer, comment on peut traduire et répondre à cette question face à notre audience ce matin, les étapes clés pour transformer une passion en métier rentable selon toi, Emmanuel Joseph, quelles sont-elles? Alors, plus que de parler d'étapes pour l'instant, je dirais il y a peut-être des fondamentaux, des qualités. Je pense que je suis à peu près comme la majorité de la salle. Moi, à cet âge-là, j'avais pas de passion et aujourd'hui, je crois que j'en ai toujours pas. Je pense que j'ai 2 qualités en revanche. J'ai toujours été très curieux de plein de choses et puis très opportuniste. Et tout ce que j'ai fait jusqu'alors était toujours... Vous connaissez le dicton qui dit l'occasion fait le larron? Non? Bon, en gros, ça veut dire que quand vous avez une opportunité, il faut y aller, quoi. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est toujours un peu basé sur ça. Pour exemple, j'ai fait une terminale S. Et pourquoi j'ai fait S? Parce que le gars qui était assis à côté de moi, quand on remplissait les fiches, il a mis S. Moi, j'avais la flemme. Je lui ai dit, arrête tes conneries. Il m'a dit, mais non, laisse ça comme ça. Et comme j'avais la flemme, j'ai pas changé, j'ai laissé comme ça. J'ai fait S. J'ai eu un bac S, option maths, avec 4 en maths. Pour une raison assez simple. J'avais fait un pari. Je me suis dit, à l'époque, je vais un peu dévié, excuse-moi. En première, j'étais un petit peu turbulent. Bon, et puis, pour passer en terminale, il y a un prof qui exigeait que je prenne des cours de soutien. Bon, les autres profs disaient, bon, c'était pas trop nécessaire, mais il insistait. Du coup, j'ai fait. Et ce prof-là, qui est pas loin d'ailleurs, qui est à Mont-Calbas, nous avait dit, bon, les gars, année de Coupe du Monde, ce sont les nombres premiers qui tombent, obligés. C'est les nombres premiers, il n'y a rien d'autre. Moi, j'ai dit, bon, nombre premier, j'ai appris la loi de Lambert de Monod minimum. Je dis, je vais travailler ce qu'il faut. Donc, j'ai appris que les nombres premiers. Et arrivé au bac, il n'y avait pas les nombres premiers. Du coup, c'était un petit peu compliqué. J'ai eu 4 au bac. Heureusement, j'avais eu de bonnes notes par ailleurs. Donc, j'ai quand même eu mon bac S avec 4 au bac. Et
À partir de là, ça a été une succession de choix ou d'opportunités plutôt, je dirais. Et en fait, ce qui fait beaucoup la différence, je pense, c'est qu'en fait, j'ai toujours été très ouvert sur l'extérieur, à discuter, à apprendre des gens et à saisir les opportunités. Et à chaque fois, on m'a proposé quelque chose. J'ai dit oui ou j'ai dit non, mais ça m'a donné l'opportunité de bâtir un petit peu mon propre parcours professionnel et c'est ce qui m'a amené un petit peu à bourlinguer. Donc, peut-être juste pour faire le lien avec mon parcours. En fait, j'ai été rapidement happé, je dirais, par l'industrie. Donc, je suis d'abord parti faire une école de commerce. J'ai fait une première école de commerce ici, une école de commerce en France. Je suis parti à l'étranger, j'ai fait l'armée. Je suis parti en école militaire. Et ensuite, j'ai été happé parce que on m'a proposé de rentrer dans une boîte qui faisait des moteurs d'hélicoptères. Alors, tout le monde m'a dit pendant des années que j'étais un passionné d'aéronautique. C'est absolument faux. Je suis pas du tout passionné par les avions, mais on m'a proposé de rentrer à Turbomeca. Donc, j'ai été à Turbomeca. Ensuite, on m'a proposé d'aller chez Airbus, travailler toujours sur les avions. Et donc, après, je suis devenu directeur de la recherche et développement dans l'aéronautique, mais toujours par opportunisme et par opportunité. Jusqu'à présent, je ne suis toujours pas passionné, mais par contre, pour répondre à la question de Yannick, je dirais qu'il y a deux choses. C'est de rester toujours ouvert, c'est-à-dire curieux de tout, poser des questions, apprendre des autres. Et puis la deuxième chose, c'est saisir les opportunités. Merci pour ces étapes de votre côté, Emmanuel Joseph. La même question, évidemment, à nos autres intervenants, à commencer par vous, Charles Larcher. Les étapes clés pour faire d'une passion un métier rentable. Ça nous arrange avec quelqu'un qui n'a pas de problème à discuter salaire. Oui, non, je pense que la règle, c'est c'est comme à l'école, il faut travailler. Je pense que c'est important. Il faut mettre du cœur. Il faut travailler. Ne pas avoir peur aussi de faire des choix. C'est-à-dire qu'il faut autant que faire se peut quand on fait un métier, c'est de choisir quelque chose qui nous va bien, qui nous correspond bien, dans lequel on peut se réaliser, parce qu'il faut tous les matins se lever pour aller bosser. Et il faut qu'il y ait l'envie d'aller donc travailler, c'est clair. Et finalement, quand on a tout ça, on est capable en travaillant, l'envie d'avancer, on peut négocier avec le patron, donc on peut négocier son salaire. Si vous avez bien travaillé, vous savez ce que vous valez, et à ce moment-là, ça permet de pouvoir négocier les salaires. C'est un point très important, donc de pouvoir effectivement obtenir en rémunération le résultat du travail que l'on fait. Je disais que dans l'industrie, donc on paye 30% de plus. Ça veut dire que aujourd'hui, on a dans l'équipe, je prends chez Clément par exemple, au François, on a un directeur et trois cadres femmes qui sont martiniquaises, qui sont donc en charge de la production, directrice de production, directrice de la boutique, directrice du domaine, de l'habitation, du tourisme. Et c'est vrai qu'on est sur des salaires qu'on peut considérer comme très corrects. Si je vous le dis en net, entre 3 000 et 4 500 euros net par mois, avec une voiture. Donc c'est des salaires qui permettent quand même d'assez bien fonctionner. Après, si je dois parler salaire de mon salaire ou du salaire d'un directeur dans le groupe GBH, un directeur, ça peut gagner entre 7 000 euros net par mois et 20 000 euros net. Donc c'est les salaires qu'on peut aujourd'hui avoir. Donc c'est sûr que ça permet de bien vivre, de faire un tas de choses. Donc on travaille beaucoup, c'est vrai, mais à côté on a le plaisir de pouvoir faire des tas de choses autour de soi, et ça c'est bien. Il y a des gens dans la salle un petit peu, parce que ça murmure, qui disaient ne pas avoir de passion. Ils sont en train de se découvrir une passion pour les métiers qui nous sont proposés aujourd'hui. On poursuit avec vous, Monsieur Chevillard, également. Là aussi, vous représentez une arcane de notre société qui est la transmission, cette passion que vous avez. Comment on fait de la transmission, par exemple, un métier rentable? Vous, comment ça a fonctionné et quel est votre conseil là-dessus? Alors, moi, je suis fonctionnaire. Donc, un fonctionnaire parle rarement de rentabilité s'agissant de son métier, puisqu'il n'est pas dans un modèle de business, il est dans un modèle d'activité et en ce qui me concerne, de métier de service public.
Ça n'empêche pas que dans la fonction publique, on puisse également gagner sa vie de manière à pas trop se poser de questions sur la manière de finir le mois. Alors, puisque la thématique nous oriente vers la rentabilité, je vais quand même vous parler de mon expérience personnelle avec mes 2 enfants et ma conjointe, que j'ai pu accompagner et pour les premiers dans un parcours de formation professionnelle et pour s'agissant de ma conjointe dans la création d'entreprise. Donc ce que je n'ai pas pu faire moi-même, je l'ai quelque part transmis ou j'y ai contribué. Et donc, je me trouve une forme de légitimité à apporter des réponses. Donc, mes 2 enfants ont choisi des parcours très différents. Ma fille dans les métiers du cuir, mon fils dans les métiers de l'électricité. Aujourd'hui, mon fils est, il est responsable de son activité, de son entreprise. Il fait de la réparation multimédia et de smartphones. Et ma fille travaille chez Hermès. Tout ça parce qu'à un moment donné, chacun a fait le choix d'associer des activités plaisir, des centres d'intérêt. Mon fils était gamer, très intéressé par le numérique. Ma fille était un peu styliste créatrice. Et plutôt que de se lancer vers des parcours avec beaucoup d'inconnus, moi je les ai accompagnés vers le choix de parcours qui correspondaient à leurs intérêts, à leurs aspirations. Et aujourd'hui, je peux en faire un bilan positif. Et puis, dans l'accompagnement à la création d'activités, je dirais que ce que j'ai pu apprendre de manière un peu scolaire a permis de résoudre beaucoup de difficultés. Quand on crée une activité, il faut savoir compter, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir présenter un projet, être crédible. Et tout cela, l'école permet d'installer des compétences, ce que j'appelle des compétences socles. Aujourd'hui, les métiers évoluent très vite. Moi, j'ai devant moi, enfin, nous avons devant nous des jeunes de collège. Quand on est en 3e de collège et qu'on réfléchit à son avenir, on est obligé de se faire un saut temporel de 3, 4, 5, 6 ans. Quels seront les métiers qui seront proposés dans 6 ans? Quand on voit à la vitesse à laquelle, par exemple, l'intelligence artificielle fait évoluer les métiers, en quoi ça fait 2 ans qu'on parle de l'IA accessible. Eh bien, on imagine que dans votre parcours scolaire, il va y avoir probablement des écarts, des redirections. Et c'est un peu le cœur de mon activité professionnelle. Donc la rentabilité, pour moi, elle ne s'exprime pas qu'en euros, elle s'exprime en réussite. Je pense que réussir sa vie professionnelle, eh bien, c'est faire ce qu'on aime, c'est donner du sens, c'est pouvoir mesurer la valeur qu'on apporte chaque jour à soi, à son entourage et même à la société. Et tout cela, ben, ça doit vous permettre, vous les jeunes, de construire votre projet en n'ayant pas peur d'explorer, de faire des choix, parce qu'aujourd'hui, le système est fait de telle manière que, quel que soit le choix que nous faisons, par exemple à l'entrée en seconde, on a toujours la possibilité de se réorienter, de se rapprocher de ce qui nous plaît davantage, et surtout de le faire en tenant compte de l'évolution permanente des métiers. Et vous rejoignez très naturellement ma deuxième question, en fait, qui va vers cette peur qui peut complètement immobiliser celle de l'échec. Merci pour vos réponses à tous les 3. On a à peu près 10 minutes pour vous expliquer très rapidement. Mon métier, c'est d'arriver à compresser au maximum le temps, mais pour qu'on ait un maximum aussi d'informations. Donc, préparez-vous. Plus vous allez amener de la fluidité aussi dans vos questions, plus on pourra traiter un certain nombre de sujets, de cas particuliers au fur et à mesure. Question sur la peur de l'échec, Monsieur Chevillard, Monsieur Larcher et Monsieur Joseph. Question sur la peur de l'échec, ce petit credo qui est peut-être le vôtre. Vous parliez de coaching, entre guillemets, en ayant encadré avec votre stabilité vos enfants vers peut-être une, une profession qui pouvait un peu effrayer, vivre de sa passion, par exemple. C'est quoi le petit conseil qu'on peut donner pour désamorcer ce mécanisme extrêmement négatif, en fait, qui nous rend immobiles? La peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, je pense que ça nous arrive à toutes et tous. Nous sommes des êtres humains, nous faisons tout pour ne pas trop prendre de risques. Et c'est ce mot que je souhaiterais que nous retenions ensemble. Il faut transformer la peur de l'échec en la capacité à prendre des risques. Aujourd'hui, se lancer dans une vie scolaire, dans une vie active, c'est accepter de prendre des risques.
les mesurer, les diminuer et puis en atténuer les conséquences. Vous prendrez toujours des risques dans les choix que vous ferez, que ce soit dans un choix d'orientation, dans le choix de votre stage, là à la fin enfin bientôt, dans quelques semaines. La peur de pas avoir fait le bon stage, c'est un risque mesuré puisque tout peut vous apporter quelque chose. Donc le conseil, c'est de ne pas vous laisser emporter par ce sentiment négatif, mais plutôt le transformer en une gestion du risque, en posant bien les choses. Voilà, si je prends cette décision-là, vers quoi est-ce que je peux aller directement? Et je le redis, les choix directs que vous ferez aujourd'hui, demain, pourront être réorientés. Tout est fait pour cela dans on va dire, la vie active, l'accompagnement à l'emploi. Vous réorientez, vous rapprochez de ce qui vous intéresse. Et sachez-le, ce qui vous intéresse va évoluer au fil des années. Vos passions d'aujourd'hui ne seront peut-être différentes dans quelques années. Donc, pour moi, il n'y a pas à avoir peur d'un échec. À partir du moment où on est dans l'amélioration, quand on veut bien faire, quand on se donne les moyens, quand on travaille, on va prendre des risques, et plus on prendra de risques, et en fait, plus on avancera. C'est peut-être le credo à garder pour cette intervention. Merci, monsieur Chevillard. Dans les 3 minutes qui nous restent, Charles Larcher, président commission emploi formation MEDEF, la peur de l'échec. Alors, moi, je suis un amateur de science-fiction. Il y a un film qui est passé dernièrement à Madiana, Dune. C'est un roman que j'ai lu à votre âge. En 3e, j'ai une prof de français qui nous avait recommandé de lire ce livre. Et il y a une phrase dans ce livre qui est toujours pour moi importante, où la mère du héros et le héros disent la peur, c'est la petite mort qui tue l'esprit. J'ai toujours raisonné comme ça, en me disant effectivement que le fait d'avoir peur peut effectivement bloquer l'intelligence. Quand vous êtes manager, directeur de société, vous avez une équipe avec vous, il est très important, parce que tout le monde peut avoir peur, d'être à l'écoute et d'écouter les peurs de chacun et d'arriver à les transformer finalement pour en faire la possibilité de rebondir. Moi, je crois beaucoup au fait que quand on subit des pressions, des stress, là, on sort d'une crise sociale, pas évidente, hein, pour les chefs d'entreprise. Il y a eu des entreprises qui ont beaucoup souffert de la crise. Le chef d'entreprise, il doit rebondir, parce que avec lui, il a toute une équipe, et l'équipe compte sur lui pour redynamiser l'entreprise et l'activité. Donc c'est très important d'avoir cette approche, de se dire la peur est utile si on s'en sert comme un levier pour remettre en cause les choses et se donner comme objectif de réussir. Il faut pas, la peur doit pas être un frein. Alors parfois on est timide. Moi, je suis quelqu'un de plutôt timide au départ. Moi, j'avais un prof qui me disait quand vous rentrez dans une entreprise, si vous la dirigez, vous êtes dans votre voiture, vous rentrez comme dans une scène de théâtre. C'est-à-dire que vous préparez, vous respirez et vous rentrez dans l'entreprise. Et quand vous rentrez, vous regardez les gens, vous les saluez, avec un regard fort, avec un regard encourageant. C'est ça le rôle d'un chef d'entreprise. C'est de donner du punch à tout le monde. Quel que soit ce qui s'est passé au niveau personnel, quel que soit votre état de fatigue, etc., c'est ce que vous devez délivrer. Donc pour moi, la peur, c'est de pas être capable de faire tout ça. Et je vous garantis que je mets toute l'énergie pour que ça marche. Et on terminera avec vous, Emmanuel Joseph, vous qui semblez incarner... Pardon, oui. Préparez vos questions, parce qu'on va avoir 1 minute à 2 minutes pour répondre à vos questions. Donc, préparez vos questions. Vous pouvez déjà lever la main d'ailleurs, hein, ceux qui veulent intervenir, que je vous identifie et que je vienne à vous, s'il vous plaît. Maintenant. Ok, pas de question. Une question là-bas. On va y aller dans un petit instant. Emmanuel, très rapidement, la peur de l'échec. Alors, rapidement, pour moi, la peur, il y a je dirais qu'il y a 2 approches. Il y a une approche collective, une approche individuelle. Dans le collectif, quand j'étais à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc à l'école militaire. Et à l'école militaire, finalement, ce qu'on apprend comme métier, c'est à faire la guerre. Et même quand on fait des entraînements, quand on est sur le terrain, etc., qu'on manipule, on est toujours dans cette crainte, en fait. Et je me rappelle, il y a une fois, il y a un militaire qui est venu me voir et qui me dit, parce que nous, on faisait des blindés, on était dans des véhicules blindés, donc des chars, pour faire simple. Et il me dit, mon lieutenant, moi, je peux pas monter dans le char avec ce sergent. Pourquoi? Parce qu'en fait,
le sergent en question avait cassé un petit peu la confiance que les militaires avaient en lui parce qu'il se trompait tout le temps. Et quand on est dans un char, et même quand on est dans un exercice et qu'on donne des ordres qui sont mauvais, les gens le voient. Et donc, la moralité de ça, c'est qu'en fait, pour aussi surpasser cette peur, c'est qu'il faut réussir à être techniquement bon et puis être le plus sûr possible de ce qu'on fait. Par contre, l'avantage de l'armée, c'est qu'on est plusieurs. Et même quand on est dans un char, on est à 3. Donc, quand on a un doute, quand ça fonctionne pas, il faut aussi s'appuyer sur les gens qui sont autour et leur poser des questions pour être sûr d'avancer. Et sur l'aspect plus individuel, moi, quand, entre guillemets, je vais dire que je suis dans une situation de crainte ou de peur, moi, j'ai deux astuces. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller dans des pépinières, etc. C'est regarder des plantes, mon jardin. Malheureusement, j'aime ça. Et puis, la deuxième chose, je sais pas si vous connaissez Kerry James. Non, vous connaissez pas Kerry James. Bon, Kerry James a un son qui s'appelle Banlieusard. Vous écouterez le son quand vous avez un moment. Vous allez sur Internet, Kerry James Banlieusard. Dans ce moment-là, je mets du Kerry James en boucle et ça me donne la pêche. Voilà. Je m'appelle Owedou Janis, au collège de génie Alpha. La question que je me pose, c'est cette intelligence artificielle qu'on appelle l'IA. Est-ce que si on étudie, on travaille, les futurs métiers qu'on aura qui sont informatisés par la robotique, les robots qui vont manipuler ces métiers, qu'est-ce qu'on fera plus tard? En fait, pour moi, Merci pour ta question en tout cas. En fait, pour être simple aujourd'hui, la première valeur, et les gens du fond là, je vous vois, les turbulents. L'IA, en fait, pour moi, la première valeur de l'IA, c'est de t'aider à faire tout ce que tu dois faire de manière régulière, quotidienne, mais le faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus vite. Donc, la base même de ton métier, ce que tu dois faire et ce en quoi consiste le métier, tu ne dois pas ne pas l'apprendre ou alors être dans la fainéantise de dire, comme de toute façon, il y a de l'intelligence artificielle, ça ira plus vite ou j'aurai pas besoin de faire ça. Par contre, ce que ça veut aussi dire, c'est qu'il faut toujours dans cet esprit de curiosité et d'opportunité, c'est de pas se dire, ben, en fait, on est en 2024, on m'a dit que je serais comptable, bon, ben, je vais faire comptable et donc je vais pas essayer d'évoluer sur ma façon de faire de la comptabilité. Ce qu'on a connu du comptable il y a 10 ans n'est plus la même comptabilité qu'aujourd'hui, et ce sera encore moins la même chose dans 4 ou 5 ans. Si tu prends des métiers qui sont un peu numériques ou technologiques, aujourd'hui, les gens codent de moins en moins parce que, en fait, il y a eu beaucoup d'avancées et qui permettent aux gens de travailler de manière beaucoup plus rapide. Donc, en fait, pour moi, la vraie réponse par rapport à ça, c'est que si tu pars du principe que ton métier ou le métier que tu veux faire restera toujours le même, tu vas toujours avoir une difficulté avec l'intelligence artificielle ou quelles que soient les technologies qui sont autour de toi ou même l'évolution réglementaire. C'est juste qu'en fait, il faut considérer que ce que tu vas devoir faire comme métier bientôt, tu ne le connais pas encore. Là, tu vas commencer à faire des études. On va t'apprendre une base. C'est-à-dire comme quand tu étais petit, on t'a appris à manger, à boire, à te laver, etc. Et puis au fil de l'eau, on t'a appris à te coiffer. Et au fil de l'eau, tu as trouvé des coiffures différentes, tu fais tes stress un peu comme ci, comme ça, etc., etc. Et en fait, là, tu apprends la base. Et puis demain, avec toutes ces nouvelles choses qui arrivent à toi, en fait, tu vas apprendre des choses différentes. Tu vas travailler différemment. Si tu pars du postulat que tu restes sur ce que tu as appris, tu iras dans le mur. Donc, restez curieux, restez ouverts et vous verrez que vous allez faire des métiers qui n'existent même pas aujourd'hui. Oui, dans les 30 secondes de conclusion, est-ce que vous avez un rebond également sur cette question potentiellement ou un dernier petit mot adressé à notre assistance, Monsieur Larcher? Non, vous dire qu'il faut être ambitieux. Vous devez vraiment vous dire que il y a des possibilités pour vous d'activité, de travail en Martinique, aussi dans le monde. Donc faut vraiment être ambitieux, de pas hésiter à voyager, à aller à l'extérieur, voir ce qui se passe. Revenez quand même en Martinique, parce que la Martinique a besoin de ces jeunes. Pensez vraiment à ça. Revenez en Martinique. Juste pour dire par rapport à l'IA, il y a 40-50 ans, les ordinateurs sont rentrés dans l'entreprise et ils ont transformé les entreprises. Mais c'est pas pour ça qu'il y a eu moins d'emplois. Donc, faut bien se dire que l'IA ne remplacera jamais l'humain.
Et donc c'est une complémentarité qu'il faut arriver à trouver, comme à l'époque entre l'ordinateur et les personnes qui travaillaient. Ben, on doit trouver effectivement cette complémentarité. Ça nécessite d'être mobile intellectuellement, d'avoir un cerveau plastique, d'être capable effectivement de changer. Je ferai sans doute trois métiers dans ma vie, 3-4 métiers dans ma vie. Vous en ferez peut-être 10, peut-être plus encore. Donc il faut pouvoir passer de métier à métier. Donc les compétences socles. Vous savez, moi en tant que directeur, la matière qui est la plus importante aujourd'hui, c'est le français. J'ai fait une première S, enfin une terminale S comme lui, donc je suis un scientifique. Mais la matière plus importante, c'est le français parce qu'il faut rédiger des mails, il faut rédiger des documents, il faut pas faire de fautes. Et vous voyez, donc à l'époque, c'était plutôt les sciences qui m'intéressaient, les maths, la physique, sciences nat. Et le fait est que ça, c'est important. Et le français. Et donc, il faut vraiment travailler toutes vos matières, pensez-y. Pensez aussi aux langues. Les langues, c'est très important. L'anglais. Très, très important de travailler vos langues. Parce que dans les métiers que vous pourrez avoir, parce que imaginez que vous êtes dans une école, après le bac, vous allez en école et on vous propose un stage à faire en Angleterre, aux États-Unis ou en Italie ou ailleurs dans le monde. Ben, la langue donc, que vous allez utiliser, c'est l'anglais. Donc, il faut vraiment maîtriser l'anglais. Pensez-y. Merci Charles Larcher, président commission emploi formation MEDEF. Merci Emmanuel Joseph. Le petit mot de la fin, très rapidement également. Si mal au cas déclenche en question, ni d'autres conférences qu'à Vinday, hein. Un mois avant, la question vient d'arriver. Elle vient d'arriver là, boum. Vraiment, on fait très rapidement. Combien d'argent vous gagnez, monsieur? Alors attention, c'est la question à $10 000. Combien gagnez-vous, monsieur Larcher? Non, mais j'ai dit, un directeur de groupe gagne entre 7 000 € et 20 000 € net par mois. Ah, les questions, là, elles s'enclenchent. Monsieur Chevillard va conclure, parce qu'effectivement, il y a une autre conférence qui prend place et lieu ici. Par contre, en revanche, je ne doute pas que les intervenants restent un petit peu à votre disposition à la sortie de cette conférence pour pouvoir peut-être répondre à des questions un petit peu plus personnelles. Monsieur Chevillard, en conclusion. Voilà. Juste quelques secondes pour terminer. À la question qui vient d'être posée, j'aurais aimé répondre il faut que vous construisiez dès aujourd'hui le socle de compétences et de connaissances qui vous permettra, quoi qu'il arrive dans la société, d'être à jour, d'être performant. Mais Monsieur Larcher y a répondu, et tant mieux. On est aujourd'hui sur un événement école-entreprise. Mais moi, je vais faire la symétrique. Profitez vraiment de tous les moments qu'on vous proposera pour découvrir le monde de l'entreprise autour de vous, le monde du travail, l'activité qui existe ici en Martinique, mais peut-être autour, la mobilité, l'ouverture vers le monde. Toutes ces expériences-là, quel que soit le choix de filière, de métier que vous ferez, ces expériences seront positives et vous aideront à construire son projet. Pour chacun, je suis un peu perturbé par les bavardages. J'ai pas eu l'habitude des bavardages quand j'enseignais. Je vous ai demandé quelques secondes. Je vais terminer là-dessus. Donc, profitez de cette journée. Elle est pour vous. Elle est pour vous éclairer, pour justement construire un projet d'orientation, de formation, et peut-être trouver un stage. Et vivez ces moments-là comme des cadeaux qui vous sont faits pour vous accompagner dans vos démarches. Alors juste pour rebondir rapidement sur la question sur les salaires. On n'a pas besoin d'être directeur pour toucher 10 000, 15 000, 20 000 euros. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être directeur pour toucher 10, 15 000, 30 000 euros. Je prends un exemple simple. Ceux qui aiment les jeux vidéo, vous avez pas lancé. Alors, on a parlé de passion, on est obligé de parler de passion. Ce que vous aimez, les jeux vidéo, le sport, etc., etc. Les jeux vidéo, aujourd'hui, les mecs qui font de l'animation, quand ils sortent d'école, ils sont entre 80 et 90 000 euros l'année. Et les meilleurs, quand ils bougent, par contre, il faut accepter de bouger. Ils sont au Canada ou en France, ailleurs. Ils sont en général entre 200 et 300, 350 000 euros de l'année. Donc, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas directeur dans certains cas, mais par contre, si vous aimez les jeux vidéo, ne vous contentez pas de jouer aux jeux vidéo. Apprenez à comment faire un jeu vidéo. Okay. Voilà qui répond parfaitement à rendre sa passion rentable. Monsieur Larcher, vraiment très rapidement.
Juste pour conclure, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de mon... S'il vous plaît, un petit peu d'attention. On est dans la dernière ligne droite. Je vais vous raconter l'histoire, celle de mon petit frère. J'ai un petit frère qui était un très bon élève à l'école. Il a fait donc une terminale S. Il a fait ensuite une classe prépa. Bon, il s'est amusé, donc il l'a raté. Il a fait ensuite un DUT, qui a un très bon DUT à Cachan, au sud de Paris. Les profs, c'est des profs de l'école normale supérieure, donc très bons profs. Il a pu ensuite rentrer en école d'ingénieur, donc passionné d'automobile. Il a travaillé chez PSA pendant Peugeot Citroën pendant 5 ans dans un grand centre. Après, il a travaillé en concession, petite filiale. Et il a voulu revenir vers les Antilles. Donc, il a été vers la Guyane. Il a travaillé 6 mois en Guyane. Et au bout de 6 mois en Guyane, il nous dit à 28 ans, j'arrête l'automobile. Je vais entrer dans la téléphonie. Et il ouvre une petite boutique pour vendre des téléphones Digicel. Il y a, en face de sa boutique, dans le centre commercial, en Guyane, il y a un espace vide. Il le prend. Et il va pas vendre là des téléphones, il va vendre des accessoires de téléphone. Et finalement, le chiffre d'affaires qu'il va dégager sur cet espace-là va être supérieur à sa boutique. Et finalement, il va décider de développer ça. C'est l'histoire d'Alove Mobile. Il a aujourd'hui 20 boutiques en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et voilà, c'est l'histoire de mon frère. Donc, vous pouvez aussi devenir chef d'entreprise. Vous voyez, il était ingénieur, il pouvait devenir directeur. Il a choisi de créer son entreprise. Et aujourd'hui, il a 20 boutiques entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Josette a dit non pour les questions. En revanche, je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement les intervenants, de vous applaudir vous aussi. Merci de votre attention et c'est peut-être l'occasion d'une question un petit peu plus dirigée à la rencontre à la sortie de cette salle, évidemment. Merci de votre attention, notamment pour cette première table ronde. Et bonne semaine, École Entreprise. Bon village, École Entreprise. Merci, Monsieur Larcher. Merci, Monsieur Chevillard. Et merci, Monsieur Joseph.